La politique en temps réel sans montage. Savoir ce qui a vraiment été dit? Abonnez-vous maintenant. Marine Tondelier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Marine Tondelier. On va évidemment très longuement revenir sur l'intervention d'Emmanuel Macron. Marine, moins long que lui hier soir dans tout. Oui, ça on n'a pas 3 heures, je vous le confirme. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que d'abord pour vous qui l'avez écouté, cette intervention elle a été utile? Franchement, c'était long et pénible. J'ai l'impression qu'il mettait en scène son impuissance. Et à un moment, il a dit « Moi, je veux qu'on arrête de subir ». Et je me suis dit, s'il y a bien une soirée où les Français subissent spécifiquement cette année, c'est ce soir en regardant le président de la République s'empêtrer, se dépêtrer. Et surtout, ce qui était presque triste en réalité, c'est tout le tapage médiatique, communicationnel, les effets d'annonce qu'on a eu autour de cette émission, comme si ça allait être le moment, le point culminant politique de l'année. Donc les gens, y compris vous avez tous été bernés, les journalistes, les éditorialistes, parce qu'on vous vendait des grandes annonces sur le référendum très précis, des scoops. Donc Emmanuel Macron, il fait des émissions pas attendues, genre le soir des Européennes, il annonce une dissolution, personne s'y attend. Donc ses plus grosses annonces, c'est quand il n'allait rien annoncer. Et quand il doit annoncer quelque chose, finalement, il l'annonce pas. Donc est-ce qu'il a changé d'avis dans la nuit? Est-ce qu'il savait plus lui-même quoi annoncer? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ça a été long et fastidieux pour lui à enregistrer, mais pour nous à regarder. Et puis, je suis écologiste, vous le savez. Franchement, quand on fait une émission qui s'appelle « Les défis de la France », qu'il faut attendre 23 heures pour qu'on parle un tout petit peu d'écologie et un tout petit peu de jeunesse, je me dis qu'on passe à côté du sujet. Par contre, se taper Robert Ménard pendant 40 minutes avec ses élucubrations, le seul invité politique, c'est quelqu'un d'extrême droite, c'est quand même un sujet. Et voilà, et donc l'écologie 3 minutes 46. 3,46, c'est d'ailleurs à peu près le nombre de degrés de réchauffement climatique qui nous attend si on continue à ne rien faire. Et voilà, c'était chronomètre en main, 3 minutes 46 sur l'écologie. On va revenir... Après 23 heures, sur plus de 3 heures d'émission, j'ai un petit sujet quand même. On va revenir sur ces 3 minutes 46. Mais avant ça, il avait été dit qu'Emmanuel Macron allait annoncer plusieurs référendums, plusieurs sujets de référendum. Il ne l'a pas fait finalement. Est-ce que vous êtes déçu ? Je suis déçue, moi j'attendais rien, mais c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, même quand on n'attend rien, on est déçu quand même, donc c'est une performance. Et surtout, l'attente, c'était pas une attente de moi, c'est une attente que lui a créée. Vraiment, il y a eu du battage, il y a eu des effets d'annonce. Il voulait donner rendez-vous aux Français, mais vous créer cette attente pour que tout le monde regarde l'émission. Donc les gens du coup regardent en disant c'est quoi le sujet des référendums. Alors on sait très tôt que sur les retraites il n'y en aura pas. C'est quand même l'un des sujets en France où les Français veulent le plus un référendum. Donc il dit non, ça non, pas de référendum. Bon ok. Et puis c'est vraiment parce que Gilles Boulot le pousse dans ses retranchements qu'on lance un peu plus. Il leur dit oui, ça peut porter sur les sujets économiques, sur les sujets d'éducation, sur les sujets sociétaux. Si c'est ça son annonce, merci, il nous lit la Constitution, donc très bien. Et puis Gilles Boulot qui dit attendez, vous avez été très long sur tout, mais là vous êtes quand même un peu rapide, est-ce qu'on peut en savoir plus? Et donc il fait cette annonce sur la fin de vie. Quand on avait parlé dans les jours précédents que peut-être le référendum porterait sur la fin de vie, moi je vous dis j'ai eu une crainte. J'ai eu une crainte que ce soit une énième reculade, que ce soit une manière de temporiser. En disant, après le comité d'éthique, de biodiversité qui a fait un formidable travail, après la convention citoyenne qui a été un outil remarquable, après l'écriture longue en prenant le temps nécessaire de cette proposition, de ce projet de loi, après la reculade, énième reculade en termes de calendrier parlementaire. Après le scindage du texte en deux textes, je me dis ça y est, maintenant ils vont dire non mais en fait finalement on va plutôt faire un référendum dans un an et qu'on allait encore perdre tout ce temps alors qu'il y a des gens qui sont malades et il y a leurs familles qui attendent. Donc ça c'était ma grosse crainte. Mais du coup, vous êtes rassurée? Sur le sujet, j'étais rassurée parce que j'ai l'impression qu'on verra dans les faits. Il dit que le texte engagé doit être voté. Oui, mais j'ai eu l'impression que pour lui, l'outil référendum sur la fin de vie, c'était plutôt une manière finalement de poser un jalon et de dire les parlementaires feront ce qu'ils veulent, mais s'ils n'y arrivent pas, alors le peuple aura le dernier mot, alors les Français trancheront. Il ne prend pas un très grand risque, puisque je pense que les Français trancheront très très majoritairement s'ils ont à le faire. Mais vous voyez, les sujets de référendum, normalement, voilà, c'est les présidents précédents qui ont fait des référendums, ils se sont mis en risque. Ils se sont mis en risque. Ils jouaient un peu le tout pour le tout. Ils disaient, je vous demande de me faire confiance. Et vous savez quoi? Parlons-en, débattons de ce sujet pendant 3 mois et faisons-le. Là, il se met en risque sur rien, puisque tous les sujets où il risque d'être désavoué, il dit non, là, on ne fait pas de référendum. Et en fait, il ne sait même pas vraiment sur quoi il va en faire un, sauf peut-être si le Parlement n'avance pas assez sur la fin de vie. Mais sur quoi il devrait le faire pour vous? Parce que quand il a parlé de ses consultations sur les sujets économiques, sur quoi il doit faire un référendum? Je finis juste sur la fin de vie. J'ai trouvé que c'était une petite manière quand même de tordre le bras de son propre camp politique.
Parce que c'est pas les écologistes qui vont monter à l'appel pour voter ce texte. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi un avertissement à sa propre majo en disant je vous tords le bras discrètement, faites ce que vous voulez au Parlement, mais si vous le faites pas, c'est les Français. Et de son Premier ministre. Comment ? Et de son Premier ministre. Et évidemment, quand je dis son camp politique, sa majorité politique, qui n'est pas très majoritaire comme chacun sait. Oui, donc son camp est divisé entre Gabriel Attal qui est pour, Bruno Retailleau. Exactement. Et donc vous me demandez ce que nous, on aurait souhaité comme référendum. Bon, déjà, je pense que les sujets environnementaux, à un moment, les Français doivent s'en ressaisir, doivent se prononcer, parce que moi, je suis persuadée que chaque Française, que chaque Français a un écologiste qui vit ou qui sommeille en chacun d'entre lui. Mais quelle question, en 2025, les Français ne peuvent pas ne pas savoir. Je pense que même Donald Trump, au fond de lui, quand même, il sait qu'il y a un problème et qu'on peut décider de s'en fiche, on peut décider d'être dans le déni, on peut décider d'être en colère, de gesticuler, de faire du populisme. Mais la vérité, c'est que tout le monde sait qu'on a un problème. Et mais qu'est-ce qu'on pose comme question sur l'environnement ? Sur l'écologie. Une, par exemple. Sur le fait de cranter des choses dans la Constitution, sur le fait de mettre des objectifs climatiques importants, sur le fait d'ailleurs de enfin présenter l'écologie comme une écologie qui tend la main. Arrêtons de dire l'écologie c'est punitif. Ce qui est punitif aujourd'hui, c'est toutes les baisses de crédit dans le budget de l'État sur l'écologie, sur à peu près tous les dispositifs qui aidaient les Français à changer de voiture, à isoler leur maison. Tout ça, c'est sabré. C'est les budgets qui baissent le plus dans le budget de l'État. Donc je pense que les Français devraient pouvoir se réapproprier ce sujet. Autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un référendum, nous l'avions proposé en début d'année, c'est la mise en place d'une constituante. Parce que la réalité, et cette émission d'hier en est la quintessence, notre démocratie, nos institutions sont à bout de souffle. Les institutions elles-mêmes, les personnes qui y agissent, qui y travaillent, et puis, en fait, les électeurs, les citoyens, tout le monde est fatigué de ce système. On est même fatigué d'être fatigué. Donc, c'est vous dire au point où on en est. À un moment, il faut un choc démocratique. Il faut réenchanter tout ça. Il faut redonner l'impression aux gens que ça a du sens. Mais quand les personnes y manifestent comme jamais dans ce pays et qu'on leur dit non, on va plutôt faire un 49-3, on peut faire un référendum non plus. Quand on leur dit tiens, je vous donne le pouvoir là, dissolution, allez, vous tranchez. Les Français tranchent. Très majoritairement, ils veulent un changement de cap politique. Hier, on a bien vu que le changement politique, de cap politique, non seulement n'était pas arrivé, mais n'arriverait pas jusqu'à la fin du mandat. Donc vous voyez, les gens, ils commencent à se dire, manifester, ça sert à rien, voter, ça sert à rien. C'est tragique que les gens pensent ça dans ce pays, mais comment peut-on leur donner tort, puisque c'est exactement, même quasiment, ce que Macron a envie qu'il pense, finalement. Comme ça, c'est pratique. Les gens, après, vont plus manifester, vont plus voter. Et puis, ceux qui restent, c'est ceux qui vraiment croient en ce que Macron raconte et dans ce système qu'il faut tenir jusqu'à bout de souffle. Donc moi, je pense que sans un choc démocratique, avant 2027, nous courrons à la catastrophe. Nous courons à la catastrophe. Enfin, c'est un vœu pieux dans la situation politique actuelle. Non, c'est pas un vœu pieux, parce que il y a la possibilité, vous voyez, il veut proposer des grandes conférences citoyennes, un référendum. Eh bien, qu'ils le disent, qu'au moins le seul héritage qu'il laisse, ce soit, j'ai pas été un super président, j'ai accru les inégalités, j'ai pas agi sur le changement climatique, mais forme de mea culpa, je sais que c'est pas la spécialité d'Emmanuel Macron, mais là c'est quand même le moment ou jamais. Voilà, mon héritage, ce sera que j'ai pris conscience de l'impuissance, la mienne, et peut-être de celle des gens qui me succéderont parce que ces institutions sont à bout de souffle, et donc je rends service à la nation, je rebats les cartes et les règles du jeu. Donc référendum sur la constituante. Sur la constituante et donc mise en place d'un système démocratique, c'est ce que les écologistes proposent pour changer nos institutions, non pas après la présidentielle, on va fastidieusement en 2 ans décider de qui est le ou la prochaine présidente de la République pour que cette personne pendant 2 ans doive ensuite rebattre les institutions. Faisons-le maintenant, écoutez, on a un temps de 2 ans où il ne va pas se passer grand-chose politiquement, manifestement, vu dans quoi Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs sont empêtrés, au moins que ce temps soit mis à profit utilement pour changer nos institutions, pour changer la Constitution, mais pour le faire avec tout le monde. Convention citoyenne, consultation des Français, vraiment que les gens aient leur mot à dire. Et moi, vous savez, quand on en parlait chez les Verts, je l'avoue, au début, j'ai dit, mais franchement, je suis d'accord avec vous sur le problème, mais est-ce que vous ne pensez pas que si on propose ça, les Français vont dire c'est encore un débat technocratique, loin de nous, institutionnel, ça ne nous intéresse pas. Et on m'a dit, et en fait c'est vrai, on m'a rappelé ça, les gilets jaunes sur les ronds-points, de quoi ils discutaient ? Du RIC. Les gens dans les manifs retraites, de quoi ils discutaient du 49.3 ? On a pris des articles de la Constitution pendant le débat sur les retraites. Je pense qu'il y a même des parlementaires qui ne se rappelaient plus qu'ils existaient et les Français savaient tous les numéros de toutes les... Donc en fait, je pense qu'il faut faire confiance aux Français là-dessus et leur permettre d'en débattre. Sur le social... J'ai annoncé plus de choses que Macron hier en 3 heures. Sur le social, il a fermé la porte, vous l'avez dit, à un référendum sur les retraites. En revanche, il propose une conférence sociale sur le financement du modèle social. Il faut aller chercher des pistes en dehors du financement du seul travail. C'est ce qu'il a dit, c'est la bonne méthode ?
Alors, de toute façon, lui, il propose toujours de débattre de tout, sauf de l'équité fiscale. Donc, en fait, il ouvre des grands débats, mais on n'a pas le droit de débattre de l'éléphant au milieu de la pièce et du truc qui est le plus injuste, le plus mal vécu et qui sclérose à la fois l'égalité sociale dans notre pays, c'est pas rien, mais aussi toute marge de manœuvre fiscale, budgétaire pour les politiques publiques. Et puis, il ne faut pas toucher aux plus riches, etc. Ça, c'est tabou. Alors que c'est quand même l'essentiel du sujet, vu comme les inégalités se sont creusées dans ce pays et qui est en train de devenir un pays de rentiers. Cécile Duflot, la directrice générale d'Oxfam, l'a dit hier, elle a raison. Tous les chiffres en attestent, y compris la Cour des comptes. Voilà. Mais une conférence sociale, ça peut être utile. Alors, les conférences, avec eux, on a l'habitude, hein, donc c'est un mot, comme ça ils jettent, on va faire une conférence, tout le monde dit « Ah, c'est quoi une conférence ?» On débatte, ça va être quoi la conférence, parce que personne n'en sait rien, à mon avis, lui non plus. Ensuite, la conférence a lieu dans l'indifférence générale, et elle ne sert à rien, et ça, je peux vous le dire dès maintenant, parce qu'il y en a eu des conférences sociales. Quand vous faites une conférence sociale et que vous avez décidé de ne surtout pas déranger le patronat et de ne pas écouter les représentants... En ce moment, il y a le conclave, vous espérez qu'il en sorte quelque chose. C'est un excellent exemple. Alors, le conclave, sur les retraites, on précise. Gens qui y sont pour soutenir les travailleurs, parce qu'ils partent quand même avec des dés complètement pipés, et je l'avais dit ici sur ce plateau, il me semble. Comme prévu, c'est ça qui se passe. La CGT n'est plus autour de la table, et en plus, on a bien compris que même si... par miracle, tout le monde dans la salle disait « Bon, allez, nous, on veut baisser l'âge de la retraite, on veut ça », en fait, il dira « Ah bah non, c'était ma retraite, on n'y touche pas ». Mais c'est pas vraiment ce qu'il a dit hier. Il a dit « Si les partenaires sociaux se mettent d'accord pour revenir sur l'âge de départ, tant que c'est financier et que l'équilibre financier est maintenu, on fera, comme a dit François Bayrou, on passera le texte au Parlement ». Oui, si l'équilibre financier est maintenu. C'est-à-dire que le système de retraite doit suffire à lui-même. Mais les pistes qui permettent de faire d'autres sources de financement supplémentaires ne sont pas examinées. Ça doit être toute chose égale par ailleurs sur le système des retraites. Emmanuel Macron a encore dit hier, je l'affirme, cette réforme n'est beaucoup moins injuste que vous le dites, même peut-être elle est juste, et elle est juste de rien du tout. Quand on augmente la durée de vie au travail, évidemment qu'on pénalise en priorité celles et ceux qui meurent plus jeunes. Ils sont très présents dans certaines catégories sociales, dans certaines catégories professionnelles. Donc voilà, ça n'avancera pas dans les grandes masses. Ce que j'espère, parce qu'il faut pas complètement désespérer, si au moins ça pouvait servir à avancer sur les critères de pénibilité, parce que vous voyez, les critères de pénibilité, Emmanuel Macron himself, quand il était ministre de l'économie, il en a supprimé 4, dont par exemple vous savez, les gens qui sont exposés à des vibrations très fortes, ça a été supprimé. Enfin, il y a 4 critères indécents qui ont été supprimés. Et par ailleurs, y compris pour les critères qui existent, par exemple le port de charges lourdes. Tout le monde voit bien que c'est un critère de pénibilité. Il y a beaucoup d'ouvriers plutôt masculins qui sont confrontés dans l'industrie, c'est reconnu. Mais par exemple, une caissière en 1 heure, elle porte environ 1 tonne d'article en article. Eh bien, les caissières, je vous mets au défi de me dire combien en fin de carrière auront un critère de pénibilité reconnu, parce que c'est pas juste que le critère il existe, c'est comment il est évalué. Et on voit bien que les femmes, très très majoritairement, elles n'arrivent pas à reconnaître la pénibilité de leur travail. Donc si au moins on peut avancer là-dessus, prenons, mais il faut qu'on discute des vraies sources de financement. Et donc dans sa conférence sociale, où à mon avis par ailleurs on ne sera pas invité... Vous souhaitez être invité? Vous lui dites, il faut inviter les chefs de parti. Du coup je vais dire ce que j'ai à dire ici, comme ça je ne vais pas faire un effet d'annonce 3 mois comme lui pour faire l'émission, dire ah ben en fait rien. Donc je vous le dis maintenant, on va gagner du temps. Nous par exemple on pense que la CSG, que tout le monde paye, par exemple, c'est un peu plus de 9% sur toutes nos fiches de paye, que l'on soit au SMIC, même moins du SMIC mensuel si on ne travaille pas à temps plein, ou qu'on soit très 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 riche, on paye tous entre 9 et 10% de CSG sur nos salaires. Nous, on pense que cette CSG, elle doit être progressive, comme l'impôt sur le revenu. Donc il y a des personnes qui peuvent payer plus de 9% sur la CSG, mais peut-être même que certains pourraient payer moins, qu'on pourrait envisager une CSG à 5% pour les bas salaires, voyez-vous, par exemple. Sur le financement des retraites, on va se le dire, on a le droit de débattre. Alors à la droite, ils fixent le cadre du débat. Ils disent on a le droit de débattre de l'âge de départ en retraite, on a le droit de débattre du montant des pensions, on a le droit de débattre de combien de trimestres on cotise, mais on n'a jamais le droit de débattre du montant des cotisations avec eux. Ah bah c'est sûr, le patronat, il veut pas entendre parler de montant des cotisations. Et bah si, nous on veut qu'on débatte du montant des cotisations, y compris dans cette grande conférence sur la protection sociale qu'on attend, vous l'avez compris, avec impatience. J'ai bien compris. Emmanuel Macron n'engage que ceux qui les croient. On va parler d'ArcelorMittal. C'est un sujet que vous suivez de près. 600 emplois qui sont menacés. Alors hier, Emmanuel Macron, il a fermé la porte à toute nationalisation. Il dit que c'est pas la bonne réponse. En revanche, il affirme, les yeux dans les yeux, qu'il va sauver les sites de Dunkerque, de Fos, en ayant une politique européenne de l'acier et qu'il va se battre pour protéger le marché européen de l'acier. Ça vous a rassuré? Absolument pas. Absolument pas, et je vous le dis en tant que responsable des écologistes, mais je vous le dis aussi en tant que conseillère régionale des Hauts-de-France,
qui s'est engagé dès le début sur ce sujet avec beaucoup de véhémence, et pas que moi. Hein. C'est aussi Charles Fournier qui s'occupe des sujets d'industrie verte pour notre groupe écologiste à l'Assemblée. C'est aussi Majoline Zbaï qui est députée européenne, qui est de Roubaix et qui suit beaucoup les sujets industrie et ce plan acier qui se prépare au niveau européen et qui me disait encore hier, puisqu'on était aux côtés des salariés devant le siège d'ArcelorMittal, elle me disait évidemment que l'Europe doit faire des choses. Elle se bat pour, mais n'attendez pas toute l'Europe. Parce que déjà l'Europe c'est long, et parce que le protectionnisme aux frontières ça ne suffira pas. Si vous n'avez plus de hauts fourneaux en France, il en reste 4, 2 à Dunkerque, 2 à Fos-sur-Mer, qui sont tous les 4 menacés d'ici 2030. S'il n'y a plus de hauts fourneaux, vous pouvez protéger toutes vos frontières. Il n'y a quand même pas d'acier qui sera produit. Donc ce qui se passe à Fos-sur-Mer et à Dunkerque est dramatique, parce que, ça montre l'impuissance de l'État. On met un pognon de dingue, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, dans des aides à l'industrie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je les ai votées, moi, comme conseillère régionale, ces subventions. 292 millions de subventions directes, État, région, Europe, en 10 ans. Là, on s'apprêtait à mettre 850 millions sur la table pour l'acier vert. De l'argent, il y en a. Quand Emmanuel Macron dit la nationalisation, ça coûte très cher, oui, c'est 1 milliard. Mais si vous ne mettez pas ce milliard, en fait, vous mettez quand même plein de subventions sans aucune condition. Là, c'est open bar, ça part dans un tuyau, on ne sait jamais ce que ça devient. Ça devient souvent des dividendes, parce qu'Arcelor, regardez les dividendes qu'ils versent, là, il y a de l'argent. Pour Fos-sur-Mer, Dunkerque, il n'y a plus d'argent. Pour les dividendes, il y a beaucoup d'argent. Deuxièmement, cet argent, il ne vous donne aucun pouvoir d'agir. Moi, je veux qu'on mette de l'argent dans les industries, mais que ça serve à entrer au capital, que ça serve à ce que l'État, impuissant aujourd'hui, se redote de leviers. Et donc dire, oui, on met de l'argent, oui, on vous aide. Par contre, maintenant, on participe aux décisions. Les salariés aussi doivent pouvoir participer aux décisions. Parce que c'est quand même eux qui sont les garants que ce site perdure. Donc vous continuez à demander la nationalisation. Arcelor qui veut supprimer les emplois là, il est en train d'en créer le même nombre aux États-Unis. Hein. Donc vous continuez à demander la nationalisation. Il ne vous a pas convaincu hier en vous disant que ce n'est pas la bonne réponse. Je la demande. Et alors pour celles et ceux qui disent oui, c'est encore une idée de je sais pas quoi, de gauchiste. Bon, le Royaume-Uni, l'Angleterre, le pays de Margaret Thatcher, c'est pas le gauchistan, vous voyez, c'est le pays du libéralisme. Il y a leurs 2 derniers hauts fourneaux au nord de l'Angleterre qui étaient menacés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont pris le contrôle de l'entreprise sans trembler. Hein. Ça n'a pas branlé dans le manche, comme on dit dans le Pas-de-Calais. Hop, paf, action, réaction, c'est fait, ça marche. Alors pourquoi ils peuvent le faire en Angleterre, en Italie, au Kazakhstan, mais alors en France, on ne sait pas le faire? Ce serait quand même une sacrée impuissance. J'étais extrêmement choquée, je vous le dis, c'est à Dunkerque, dans le Dunkerquois, c'est une famille sur 5 qui sera impactée directement ou indirectement si ce site ferme. C'est une catastrophe sociale, mais c'est aussi une catastrophe de souveraineté industrielle. Parce que quand ces hauts fourneaux auront fermé, jamais on pourra les réouvrir, jamais. Et on dépendra à vie de la Chine et des États-Unis pour avoir de l'acier. Il ne faudra pas venir se plaindre. Et quand on nous dit 2 choses, non mais c'est bon, on a eu le PDG d'ArcelorMittal au téléphone, on est très confiant. Rien du tout. Ces gens ne comprennent que le rapport de force. C'est pour ça qu'on a été manifestés sous ces fenêtres. Et malgré leur double, triple, quadruple vitrage, à mon avis, ils ont entendu tout ce qu'on a dit. Et deuxièmement, quand on dit on a le temps, on n'en est pas là à la nationalisation, si on en est là. Parce que moi j'ai des vidéos au sein de l'entreprise, de gouttes qui tombent par des fuites du plafond sur les convecteurs, qui mettent les salariés en danger et qui sont en train de rendre ce site, chaque jour, un peu plus obsolète. Le site va tomber, en fait, en désuétude progressivement, parce que les premières coupes, en termes de salariés et de moyens, sont faites sur la maintenance, sur les réparations, sur l'entretien. C'est comme ça qu'on sabote des sites, et nous ne devons pas laisser faire. L'État ne doit pas être faible face aux puissants. Sur l'écologie, hier soir, il a aussi été question d'écologie, vous l'avez souligné pendant 3 minutes. 3 minutes 46. 46, c'est important. Le président a fait 2 propositions, la limitation de la surpêche et l'interdiction de l'extraction dans les grands fonds marins. C'est 2 bonnes propositions? Alors déjà, Emmanuel Macron, sur l'environnement, il a menti. Je le dis, et c'est un chiffre dont on avait débattu avec vous ici. Vous m'aviez dit, Mme Tondelier, vous êtes contente pour une fois, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé. Je vous avais dit, oui, je le reconnais, mais je suis très inquiète parce que les économies d'émissions de gaz à effet de serre ont été faites pour 2 raisons, qui étaient l'hiver était particulièrement chaud, c'est pas une bonne nouvelle, et deuxièmement, il y avait une crise énergétique tellement énorme, l'énergie avait flambé, ce qui fait que des industries se sont arrêtées de produire temporairement, que les Français ont arrêté de se chauffer et qu'on s'est tous serré la ceinture. Donc c'était vraiment subi, quoi. C'était pas un contrôle de transition. Et je vous avais dit surtout, ça ne durera pas, pour les mêmes raisons. Et bien résultat, cette année, on tombe à peine 1% de réduction des gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait être à 4 à 5 pour tenir le fait juste que la planète soit habitable. Hein. C'est pas pour me faire plaisir, c'est pour que nos enfants puissent habiter sur une terre habitable.
Voilà. Bon, Donc lui, là, vous il regrettez dit, qu'il est... Moi, j'ai 4% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre de moyenne dans mon mandat, c'est mon bilan. Bah, c'est faux. C'est arrivé une année et pour des conséquences, pour des circonstances très précises. Donc, vous voyez, il n'a pas été honnête là-dessus. Et il faut le dire, sur l'écologie, il faut dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour les inquiéter inutilement, mais les rassurer en disant que tout va bien alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas à la hauteur ni de quelconque politique, mais encore moins du président de la République. Sur la pêche, il a... dit aussi des trucs qui sont... Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la pêche, je ne vais pas faire semblant. Mais je sais quand même que quand il dit que sans chalutage en eau profonde, on ne pourra plus manger de coquilles Saint-Jacques, bah, ça n'a pas de sens en fait. Heureusement et évidemment qu'il y a des pêcheurs artisanaux en France qui font de la coquille Saint-Jacques sans faire de chalutage en eau profonde. Mais alors, s'il n'est pas au courant, ben on va actualiser les fiches. Et moi, je vous le dis, je serai avec Mathilde Olivier, sénatrice que vous connaissez bien, c'est la plus jeune du Sénat, on est extrêmement fiers qu'elle soit écologiste, qui a déposé une proposition de loi sur ces mêmes sujets, qui sera examinée le 12 juin dans notre niche au Sénat. Et nous allons aller avec elle en Bretagne au mois de juin, y compris faire une marée avec des pêcheurs artisanaux pour mieux comprendre le sujet. On le comprend déjà mieux qu'Emmanuel Macron, mais quand on reviendra, vous verrez qu'on sera au taquet sur le sujet. En tout cas, nous, on agit, on fait des propositions et j'espère que les sénateurs y seront sensibles et voteront sa proposition de loi. Christelle, sur Betterame. Oui. Sans transition. Sans transition. On passe d'Emmanuel Macron à François Bayrou. Là, il y a une transition. Là, voilà, qui va être auditionné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous attendez de ses réponses? Est-ce qu'il peut, de votre point de vue, éclaircir la situation ou pas aujourd'hui? Bon, je suis inquiète pour lui, parce que je ne vois pas comment il s'en sort cet après-midi. Il s'est empêtré d'inexactitudes, d'approximations. Parce qu'il y a eu des contradictions dans ses réponses. Rien n'est clair dans ce qu'il raconte. Sa propre fille n'a pas l'air d'accord avec lui. Enfin, je vois pas comment on sort de cette... Pour vous, l'audition, elle va forcément révéler qu'il a menti? Bah, je vais regarder, comme hier soir, en attendant un déclic. Mais franchement, si déclic il avait dû y avoir, je pense qu'il serait intervenu depuis longtemps. Je rappelle quand même, parce que ça n'avait pas choqué beaucoup de monde à l'époque, mais moi j'étais jeune, ça m'avait déjà choqué. Il s'est fait connaître, François Bayrou, sur la scène nationale. Son moment de révélation aux Français, c'est quand même pour avoir giflé un enfant qui n'était pas le sien, mais ça aurait été le sien, ça aurait été le même problème. Mais là, en plus, un enfant qui ne connaît pas, dont on n'a jamais su vraiment, d'ailleurs, s'il lui faisait les poches. Vous avez un enfant dans la rue avec toutes les caméras, quand il y a la présidentielle, vous pensez que c'est ce portefeuille-là qu'il va choisir, c'est un peu bizarre. Il lui retourne une baffe devant toutes les caméras, et ça devient un héros national. À l'époque, ça avait été populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une réaction positive. C'est qu'il y a un continuum quand même. Il y a des choses populaires où le devoir des politiques, c'est de dire c'est pas OK. Bon, lui, il trouvait que c'était génial, c'était une fierté. Ensuite, il y a toute cette affaire Betterame, où je ne vois pas comment il ne savait pas, enfin excusez-moi, je pense qu'il a menti à la représentation nationale et que ça va finir par se voir. Et puis après, il y a la manière globale dont la société traite ses enfants. Et moi, je ne veux pas que Betterame soit l'arbre qui cache la forêt de la protection de l'enfance. Parce qu'on nous dirait, c'est dans un lycée très très précis, mais c'était il y a très longtemps, c'est un cas exceptionnel. En fait, on a tendance dans notre système politico-médiatique à ne traiter l'enfance que par des faits divers. Je le sais parce que j'habite dans un département où pendant des mois, vous avez couvert le procès d'Outreau. Comme si Outreau, c'était exceptionnel. Ça l'était par certains aspects, mais il y a quand même un enfant qui meurt dans ce pays chaque semaine sur les coups de ses parents. Il y a 3 enfants dans chaque classe qui ont vécu ça se passe toutes les 3 minutes en France, une agression, un harcèlement, un inceste sur un enfant. Et donc, enfin, emparons-nous de ça. Et nous, les écologistes, nous le faisons, notamment à la métropole de Lyon, qui est, vous savez, c'est un département qui est le seul écologiste de France, où les dépenses de protection de l'enfance ont augmenté de 40% depuis 2020. C'est le seul endroit où ça s'est passé, c'était chez les écologistes. On n'a pas attendu Betterame pour réagir. Donc, Bayrou, Betterame, parlons-en, c'est extrêmement important, mais n'oublions pas, je vous en supplie, le fond du sujet qui concerne énormément d'enfants en France. Et le temps file, une dernière question politique sur la gauche. Oui, une dernière question concernant le livre qui est sorti sur la France insoumise, La Meute, qui révèle à la fois un problème de démocratie interne, une espèce de forme de violence à LFI. Est-ce que ce livre et ces révélations sont, selon vous, de nature à faire exploser le nouveau Front populaire ou pas encore ? Qui est vraiment un Front populaire qui, à l'heure où nous parlons, très très compact et qui ne demande qu'à exploser. Mais qui n'a pas explosé formellement. Je minimise pas ce qui est raconté dedans, mais je n'ai rien appris. J'ai peut-être un degré d'information supérieur à la moyenne nationale sur la vie politique française. Voilà. Si ce que vous voulez me faire dire, c'est que les écologistes ont raison d'être un parti beaucoup plus démocratique, même quand vous vous moquez de nous avec toutes nos règles et toutes nos consultations, bah oui, moi je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça,
un, que j'ai choisi ce parti en 2009, deux, que j'en ai jamais préféré d'autres, que j'y suis restée, que j'en suis devenue la secrétaire nationale, et qu'on fait tout, oui, pour que ce parti reste un parti démocratique où les là, vous parlez des écologistes, mais sur LFI, bah oui, ça veut dire que vous continuez à vouloir une alliance avec la France Insoumise. Je ne suis ni responsable insoumise, ni avocate des Mais vous êtes les alliés de la France Insoumise. Si les téléspectateurs qui nous regardent sont choqués parce qu'ils trouvent que c'est pas assez démocratique et veulent un parti démocratique, et ben vous venez chez nous, les écologistes. Non, mais vous continuez à vouloir vous allier avec la France Insoumise. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Françaises et les Français puissent bénéficier de politiques de gauche et écologistes, quel que soit l'endroit où ils habitent en France. Et quand je fais le tour des villes de France, il y a celles et ça passe par une alliance avec LFI. Parce que le PS dit la même chose, mais en disant il faut une alliance qui va des écologistes. Il y a des villes de gauche qui doivent rester à gauche. Il y a des villes de droite qui peuvent basculer. Il y a des villes de droite qui peut-être basculeront pas. Les villes de droite qui peuvent basculer, à l'expliquer les yeux dans les yeux aux habitants de ces villes qui morphent des politiques de droite, que vous n'allez pas leur permettre des meilleures politiques, mais parce qu'il y a un livre qui est sorti. Donc moi, je conteste la manière dont Jean-Luc Mélenchon fait de la politique. Il y a beaucoup de choses dans ce livre qui me choquent, mais ça ne représente pas ce que pensent l'intégralité des militants insoumis. Et en général, ceux qui travaillent avec nous pour les municipales sur le terrain, ils ne sont pas dans ces pratiques-là. Et donc il y aura des alliances municipales. C'est qu'ils ont envie que ça change. Donc moi, c'est comme ça que je travaillerai, sans a priori, sans oukase, et en espérant que tout le monde s'améliore, parce que si chaque formation politique ne s'améliore pas individuellement et toutes collectivement, alors il n'y aura pas de victoire possible en 2027. Et moi, je reste fidèle à la promesse de cet été. Et s'il n'y en a plus qu'une qui doit y être fidèle à la fin, ce sera moi. Donc préparez-vous, on continue. Merci Marine Tondelier. Peut être transparente, mais seulement avec l'aide de ceux qui y croient. Ce projet est une initiative citoyenne qui apporte les discours politiques non modifiés directement à vous. Si vous pensez que cela compte, soutenez-nous. Partagez nos vidéos, abonnez-vous et aidez-nous à grandir. Nous croyons que chaque voix compte et que chaque erreur peut être corrigée. Si vous remarquez un problème, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons rendre la politique plus claire et plus juste. Le changement commence avec chacun de nous. Êtes-vous avec nous ?